bienvenue dans ce nouvel épisode du Jumpscare Summer Camp, le spin-off estival de Jumpscare. On le rappelle, on ne prend pas de vacances, mais on revient chaque vendredi cet été sur un film en rapport avec les vacances, avec des épisodes plus détendus qui mettent à l'honneur l'été dans le cinéma d'horreur, le tout en présence d'invités. Aujourd'hui, nous recevons Sarah de Jet FM, grosse radio associative dans la région nantaise. Sarah, bienvenue. Merci. Au programme aujourd'hui, un des slashers les plus connus au monde, puisqu'on va parler du tout premier volet de la très grande franchise Vendredi 13, réalisé par Sean S. Cunningham en 1980, où un groupe de moniteurs du camp de vacances Crystal Lake se mettent à disparaître un par un dans des circonstances mystérieuses aux mains d'un tueur qui a déjà commis un massacre dans le même camp 20 ans avant. Et pour ceux qui pensent au fameux Jason Voorhees, détrompez-vous, car vous allez voir que la franchise avait des plans totalement différents à ses débuts. Des plans qu'on va analyser avec Dario du podcast Plan Plan. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Hello. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Et moi-même, Romain Plourde, chroniqueur au bistrot sur Filmo. Vendredi 13. Un film que vous ne verrez sans doute qu'une fois, mais dont vous vous souviendrez toujours. Vendredi 13. Et donc pour commencer, je vais vous demander votre rapport à la franchise. Donc, honneur aux invités, Sarah, Vendredi 13 pour toi c'est quoi ? Alors, mon rapport à la franchise, il est très restreint parce que j'ai regardé le premier volet de Vendredi 13 quand j'avais 12 ans, je crois, et justement, j'ai jamais creusé parce que je m'étais fortement ennuyée. Donc en fait, cet épisode avec vous, c'était aussi l'occasion de pouvoir revoir ça et de me replonger dedans. Même si j'ai quand même eu l'occasion de voir aussi celui qui est sorti en 2009, parce que j'ai suivi des amis au cinéma. Mais je m'étais ennuyée également. Donc j'ai un rapport quand même assez distant, on va dire, avec cette franchise. Ok, t'arrives, tu clenches directement le remake, super. Ça commence pas bien. Après c'est cool puisque du coup, toi t'as l'opinion de quelqu'un qui n'a vu que le premier, et à côté on a aussi quelques experts dans l'équipe qui ont déjà vu tous les films, du coup c'est marrant, on pourra confronter un peu les opinions. D'ailleurs, Dario, toi t'en penses quoi de la franchise Vendredi 13 ? Moi je les ai tous vus, j'ai même vu les courts-métrages Never Hike Alone, Never Hike in the Snow là, sur YouTube, qui étaient faits par un fan, qui sont plutôt très bien, je trouve. Oui, ça c'est bien. Avec le casting du 6, il me semble. Oui. Ouais. Je trouve que c'est vraiment pas mal, ça utilise vraiment l'outil internet assez intelligemment. Ça a été vu depuis, mais pour l'époque c'était vraiment pas mal. Et sinon, moi c'est une saga que j'aime bien, même si je sais que c'est pas très bien en fait. Mais j'aime quand même bien, j'ai un peu un affect pour cette saga, malgré le fait que c'est pas ouf quoi. On le verra, cette franchise elle commence en piétinant quoi, Ouais. avant de devenir fun. Pour rebondir et c'est dans la discussion, pour moi c'est une saga qui commence vraiment à partir du 6e épisode, qui est peut-être le meilleur, avec Hot Tech Jason X, qui est pour moi le chef-d'œuvre de la saga avec le 6. D'accord. Il y a l'arrivée du train en gare de la Ciotat et il y a Jason X. Et voilà. Je valide cet avis. Voilà, d'accord, donc pour toi c'est plutôt un oui. Mathieu, de ton côté ? Alors moi j'ai découvert la saga un peu tardivement parce que vraiment je tournais autour pendant un long moment et à chaque fois forcément que le truc passait sur Canal+, j'arrivais pas à les enregistrer, on me refusait l'enregistrement, donc vraiment... Comme à chaque épisode finalement. Voilà, à chaque épisode, hein, c'est tous les grands classiques de l'horreur que j'ai découvert, je pense que c'est né d'une frustration. Non, je pense qu'en vrai j'ai découvert la saga Vendredi 13 quand j'avais, je pense, une petite vingtaine d'années. Et je crois de mémoire c'est un week-end où vraiment j'avais beaucoup de temps devant moi, où je me suis dit allez hop c'est bon, c'est maintenant quoi. Et je me rappelle avoir été très déçu par le premier film qui est mortellement chiant. On en parlera plus tard, mais voilà, je comprends pourquoi en fait il a pu impressionner un petit peu les gens à l'époque, mais aujourd'hui avec le recul c'est quand même pas foufou quoi. C'est ce que tu disais Romain, c'est vraiment une saga qui démarre véritablement au bout de 5-6 films. Parce que vraiment, l'entame, elle est extrêmement fainéante. Quoi. Hein. Pas le 5. Ouais, et encore, tu vois, je les confonds tous. Hein, très honnêtement, à part celui dans l'espace et peut-être Jason va en enfer, là, le reste, ça se mélange un peu dans ma tête. Qui est spécial. Jason va en enfer, c'est un cas assez spécial. Oh là là. Il mérite son épisode lui aussi. Ouais, on en parlera, Problème j'imagine. de production et tout, oui, on en parlera. C'est l'instant pour balancer que ces épisodes de premier film de franchise, on l'a fait pour une raison, c'est que ça nous permettra de faire les autres films derrière. Il y a déjà eu un mouvement de hype sur les réseaux quand on a évoqué Jason X, donc je sais qu'on n'aura pas le choix à un moment. Pour le meilleur ou pour le pire.
Grave. On Mais va voilà, tous grosso les modo, faire dans c'était, l'ordre. Oh punaise. C'était en fait des images. Enfin, pour moi, Vendredi 13, c'est avant tout des images de Jason avec une machette qui fracasse des gens, que je rêvais de voir en images, en fait. Et après, quand je me suis retrouvé face au film, c'était souvent la déception, quoi. Donc voilà, encore une fois, ce que j'ai fantasmé dans ma tête, c'était bien plus impressionnant que ce que j'ai pu voir à l'écran. Donc pour toi, c'est un mouais. Et de ton côté, Amélie, t'en penses quoi, toi ? Alors moi, mon rapport à la saga, c'est que j'ai pas de rapport à la saga, mais vraiment pas. Comme Sarah, j'ai vu que le premier il y a longtemps, donc là je l'ai revu pour l'épisode, et j'ai vu le remake de 2009, donc de Nispel, c'est ça, que je l'ai regardé, il était sur Netflix, je crois, dans un moment d'égarement. Non, sinon, en plus, moi, je suis pas très slasher, je suis pas très saga, donc ça fait deux trucs qui font que je suis pas une grande connaisseuse de Vendredi 13. Et du coup, voilà. Désolée, je suis pas la spécialiste de l'épisode aujourd'hui. On a un nom, on a un mouais, et là, on a juste pas de rapport, c'est génial. De ton côté, Lily, toi, t'en penses quoi de cette franchise ? Moi, je vais être le oui. Moi, j'adore la saga Vendredi 13. Même si je reconnais que c'est pas la plus qualitative, je trouve que c'est certainement l'une des plus fun de tout le cinéma d'horreur. Je trouve qu'on comprend dès le départ que c'est de l'exploitation. Donc, ça va pas chercher plus loin que de fournir une bonne plâtrée de divertissement. Je trouve que Jason, c'est un super boogeyman qui fait super peur. Et c'est peut-être pour ça que le premier, il est pas ouf, parce qu'il est pas là. Voilà. Et parce que le premier, en fait, c'est un truc qui pose juste les bases. Et s'il y avait pas la scène de fin, en fait, ce serait un slasher comme un autre. Mais je trouve ça assez fou qu'à partir de ce petit film plutôt moyen, on arrive à développer une saga aussi vaste, qui assume d'aller dans tous les sens et de faire n'importe quoi. Donc de ce point de vue-là, pour moi, c'est un peu le Fast and Furious de l'horreur, quoi. Au même titre que les destinations finales plus tard, je trouve qu'il y a une espèce de logique. On y va, on fout les potards à fond. Ouais, voilà. mais en mieux, puisque Destination Finale, ils sont pas allés dans l'espace, tu vois. Ouais, et puis c'est une bonne saga quand même. Alors que les prochaines, hein, Romain. Je ne Film préféré, tolérerai là. aucune vanne sur les prochaines ce soir, je vous préviens tout de suite. Waouh. Attention, on fait gaffe avec le mot en L, s'il vous plaît. Mylène, toi, ton rapport à Vendredi... Ton rapport. Oula. Et ben moi, c'est un petit nom. Comme Dario, j'ai tout vu. J'ai vu les documentaires, même celui de 5 heures sur Vendredi 13. J'ai même vu la série. Et elle ose dire non, quoi. Ouais, mais parce que moi, j'adore les sagas, tout voir. Mais après, il y a des opus que j'aime beaucoup dans Vendredi 13. Mais compte tenu que c'est une mauvaise saga, c'est une saga opportuniste. Le Boogeyman, pour moi, c'est le benet de la bande. Voilà, franchement, j'ai l'impression que c'est plutôt lui qui s'est fait taper la tête dans un sac de couchage plutôt que lui qui tape la tête des gens. Et franchement, la première fois que j'ai vu le 1, je devais avoir 14-15 ans. Et je me suis juste dit, si le 1 est aussi mauvais, qu'est-ce que ça va être pour la suite ? Et en vrai, j'ai eu peur, mais pas de la même façon. Faut passer le premier, puis après, c'est vraiment que du kiff. Mais faut survivre au premier, et ça passe. Et du coup, c'est l'instant où on va passer à la critique du premier. Sarah, t'en as pensé quoi de ce revisionnage, du coup ? Je me suis ennuyée de la même manière, pour être honnête. Let's go. Après, je tiens à signaler que la première fois où j'ai vu ce film, donc quand j'étais très très jeune, il y a fort longtemps, et quand je l'ai revu avec Dario, j'avais déjà visionné avant ça Halloween de John Carpenter, qui est devenu immédiatement mon film d'horreur, pour dire ça rapidement, préféré. Et j'avais aussi visionné Black Christmas avant. Donc je pense que c'est aussi des choses importantes à signaler, dans le sens où ça a forcément dû influencer la réception que j'ai eue de ce film-là. Et c'est juste que le côté très kitsch, certaines scènes qui sont très longues alors qu'elles sont sans intérêt, des scènes de marche, les échanges entre les acteurs et actrices, ils sont si peu intéressants. Et même si c'est pas ça le propos du film, je trouve que c'est quand même important de nous garder en éveil tout du long. Et les scènes de meurtre, elles sont tellement rapides aussi que j'avais vraiment rien pour me donner envie de rester ou pour me stimuler, en fait. Les seules choses qui m'ont vraiment stimulée dans ce film, et à l'époque, je sais pas si c'était déjà le cas, mais en tout cas, ça l'a été au revisionnage avec Dario, et aussi par rapport à l'éclairage que tu m'as apporté sur certains points. Mais la seule chose qui m'a vraiment stimulée, en fait, c'est le twist à la fin, quand on apprend que le tueur est en fait une tueuse et qu'elle a un lien avec un enfant qui a eu une aventure, qui a vécu dans le camp pendant un temps. Tu peux spoiler, hein. Tu peux spoiler, voilà. T'inquiète pas. Ah, pardon, faut pas ?
Si, tu peux. Si, tu peux. justement. Ok, d'accord. Oui, pardon, je me suis même pas posé la question pour être honnête. C'est que vu que j'ai déjà écouté des épisodes et que je sais que ça spoil par moment, mais en général, tu le signes à l'avance. Je l'ai pas précisé, mais t'inquiète pas. Le film, il a 40 balais. Ouais. On peut spoiler. T'inquiète. Et en tout cas, voilà, moi, c'est ce petit moment où on se rend compte de l'identité en fait du tueur, qui est donc une tueuse. Ce côté le parent tueur qui vient se venger. Ça, j'ai beaucoup apprécié et je trouve que ça fait une force dans le film parce que ça lui donne du sérieux, entre guillemets. Non pas que ce soit ce que je recherche principalement dans les films d'horreur, mais quand même un peu. Et la scène aussi du meurtre de Kevin Bacon, celle-là, je l'ai énormément aimée aussi. Et je pense que ce qui joue, c'est que quand on regarde un peu le making-of, on se rend compte que c'est une scène qui a mis beaucoup de temps à Tom Savini de la mettre en place et que Kevin Bacon a aussi pris beaucoup de temps pour la jouer. Et en fait, ça se ressent à l'écran. C'est un meurtre où on prend le temps de voir vraiment le sang gicler, de voir la vie partir. Et je trouve que cette scène, elle est vraiment intéressante. Mais au-delà de ça, c'est sûr que moi, quand j'ai vu ce film, j'ai trop vu de références à Halloween, mais mal tournées, de références à la baie sanglante. Et même si la différence entre les deux, c'est que le tueur, on connaît déjà son identité assez tôt dans la baie sanglante, mais il y a une ambiance qui est glauque et un sérieux. Même si on s'attache pas au personnage, il y a quand même une atmosphère très lourde, très pesante, et des moments où j'ai parfois presque eu peur, alors que vraiment, avec Vendredi 13, j'ai ressenti ça à aucun moment. Et même si, pour le coup, je pense que c'est aussi ce qui fait sa force et qui fait que par la suite, c'est devenu fun, parce que justement, il y a ce côté un peu libre et n'importe quoi qui a permis ça après. Moi, c'est pas ce que je recherche quand je regarde un slasher, donc... je dois avouer que j'ai pas été super séduite. Et comme tu l'as très bien dit, c'est un mix de références un peu mal mélangées. La seule qui fonctionne pour moi, c'est le fait qu'ils font une sorte de psychose d'Hitchcock inversée. Ouais. Psychose inversée, Oui, ouais. bah c'est ça justement. C'est le seul moment où ils se sont mis un peu au-dessus du matériel dont ils s'inspiraient au lieu de le plagier. À part la musique qu'ils ont plagiée, par contre. Oui, Oui, Oui. il y a la musique de Psychose. c'est la même musique. En long et en large. Il n'y a aucun doute, c'est la musique de Psychose. Copier-coller, total. Mais oui, je te rejoins là-dessus, le côté inversé de Psychose avec la mère qui entend la voix de son fils et qui agit par rapport au trauma qu'elle a eu de sa perte. Ça, c'est très très intéressant. Ouais, Et ça arrive tard, malheureusement. ça arrive tard, c'est assez court, mais c'est quand même fort. C'est quand même un petit truc à manger à la fin, et ça a donné naissance à Ouais. cette franchise totalement débile. Avec après le gamin qui grandit, ils vont dans l'espace, c'est n'importe quoi. Et Jason devient cette sorte d'icône puritaine ou réganienne Ouais. qui va tuer tous les enfants qui font du sexe prémarital. Donc pour toi c'est un non, désolé Ouais, de te non. l'avoir réinfligé du coup. Ah non, mais au contraire, justement, je me rappelais d'absolument aucune scène, donc c'était très intéressant pour moi de le revoir. Et d'ailleurs, entre-temps, j'ai regardé le 2 aussi, pour vérifier que j'aimais vraiment pas, et j'ai trouvé ça aussi... Le 2 naze. c'est dur, Donc, le 2 c'est dur. ouais. Le 3, où c'est le Jason déjà qu'on connaît un peu plus avec le masque de hockey et tout, et les effets en 3D, parce que c'est un film en 3D, ça devient un peu plus sympa. Ouais. Le 4 et 5, ça dépend des gens. Le 5, il est détesté par beaucoup de monde. Le 4 est Ouais. pas mal. Le 4 est bien. Ouais. J'aime bien le 4. Le 4, c'est le final chapter. Ouais. Ouais. Franchement, Tommy, c'est vraiment pas mal. Et le 5 tente de relancer un truc derrière, qui est pas passé auprès des fans, puisqu'ils ont fait ce qu'on appelle une Halloween Ends dans le milieu. Mmh. Et puis le 6, du coup, c'est le Ouais. début du kiff, hein, avec que du plaisir. Mais faut survivre aux 5 films. Oh oui. Après, il y a le 8, et attention, le 8, c'est horrible. Le 8, c'est avec la télépathe. Non, C'est Manhattan. Non, c'est New en fait, York. C'est Manhattan. C'est trop bien. Mais, Ah, c'est Manhattan. le 8, c'est Manhattan. C'est non, c'est attends. un de mes préférés. Faut pas mal C'est- parler. Jason va à Manhattan. Vous êtes des fous. C'est que du kiff celui-là. Non, je suis Non, mais désolé. si, c'est trop drôle. Oh là là. C'est complètement bancal, mais c'est si drôle. La séquence de Jason à Manhattan, elle est trop bien. Ouais, mais il y a que ça Avec dans les un film punks, d'une là. heure et demie. Non, mais Ça dure ouais. 30 secondes. Mais des fois, il faut juste un truc dans un C'est film. vraiment même le la scène du bateau. trailer, quoi. Même le C'est bateau, ça. la croisière, c'est nul, mais c'est tellement drôle. Et j'invente rien, mais comment il part du lac pour arriver à Ouais. Manhattan Et attends, Jason, il nage alors qu'il a peur de l'eau, s'il te plaît. Ouais, voilà. Mais Jason, c'est toujours téléporté, il s'en bat les couilles. Oui, mais le bateau, ça se téléporte pas, un bateau, Romain. On va recentrer le débat. Ceux qui n'ont pas vu les autres films, ils vont se dire, mais de quoi ils parlent? Ouais, En effet, le premier film, il n'y a pas de Jason, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est sa daronne, Pamela, ça qui pète un daronne. câble et qui part en couille, et qui appelle son fils Jackie dans Jackie. la VF. D'ailleurs, le fameux Jackie Voorhees. Ce tendre Jackie. T'es pas très effrayé par ce nom en VF, en tout cas. Mathieu, toi, t'en as pensé quoi de ce film? Alors, pour l'avoir revu là il y a quelques jours, j'en pense exactement la même chose que quand je l'ai découvert la première fois. C'est-à-dire que c'est vraiment pas bon. Pour aller vite, en fait, les seules choses que j'aime dans le film, c'est son affiche. Parce que très clairement, une affiche où on voit un oreiller se prendre un coup de hache et l'oreiller saigner un petit peu, je trouve ça plutôt cool. Le titre, Vendredi 13 aussi,
quelque chose aussi qui peut être assez intriguant quand tu sais pas vraiment de quoi ça parle. Enfin, les dates dans le cinéma d'horreur ou les fêtes, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé pas mal de fois. Ce que j'aime aussi, c'est le petit truc musical, là, chi 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 ha ha ha, là, qui est sympathique. Voilà, c'est pas le truc le plus fou dans l'histoire du cinéma d'horreur, mais je trouve ça assez Ça efficace. reprend le kill mom en fait. Ça reprend. Ouais, c'est ça. C'est une des phrases que prononce la tueuse, en fait, la mère de Jason Voorhees. Oui. Kill them mother, un truc comme ça. Et en fait, le mec à la musique, la Raymond Fredini, en fait, a récupéré que le qui de kill et le ma de mother. Et il a fait répéter plusieurs fois, ça fait ki, ma. Et voilà, c'est juste ça. Après, ce que j'apprécie aussi dans le film, c'est les FX de Tom Savini. Le petit souci, c'est qu'aujourd'hui, si on les revoit si on revoit le film en fait en HD, ça a pris quand même un sérieux coup de vieux. Mais à l'époque, c'est aussi un des trucs paradoxalement que je reproche au film. Ça faisait son petit effet, mais voilà, ce que je peux reprocher moi, c'est que Vendredi 13, ça n'est que une espèce de film d'exploitation qui va copier ce qui marchait en fait à l'époque. C'est-à-dire que les mecs en fait voulaient faire une espèce d'imitation d'Halloween parce que Halloween avait cartonné, donc ils se sont dit tac, on va faire pareil. Le mec qui a fait le scénario, je pense qu'il n'est pas forcément allé chercher bien plus loin parce que quand on l'écoute en fait dans les bonus de DVD, les interviews ou quoi, il répète toujours la même chose et pas forcément des trucs très intéressants. Après les mecs ils ont bugué complet sur les FX de Zombie de Romero avec Tom Savini en fait derrière et Savini fait en fait ce qu'il a fait dans Zombie, c'est-à-dire des effets gore mais clairement moins impactants que ce qu'il a pu faire précédemment ou même ce qu'il fera après chez Romero ou chez William Lustig ou quoi. Et aussi, enfin tout à l'heure Dario en parlait, la musique c'est un décalque complet de la musique de Psychose. Bon après c'est pas la seule fois où ça sera fait dans le cinéma, il y a aussi la musique de Reanimator qui est un copier-coller complet. Mais voilà, enfin c'est Vendredi 13 en fait, c'est une espèce de best-of de ce qui se faisait en fait à l'époque mais en moins bien. Ce qui fait que hormis le petit twist à la fin qui voilà, il est efficace. Tout le reste en fait est profondément chiant et encore une fois quand on écoute les interviews, quand on regarde les making-of, les mecs ne parlent que de deux choses, trois. Le film a été un carton surprise, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'y croyaient pas. La deuxième chose c'est le twist de fin, alors ça ils en sont très fiers, et la troisième c'est les FX de Savini. C'est quand même assez peu pour un film qui fait 1h30 mais qui en ressenti donne l'impression d'en durer 3. C'est quand même un film où toutes les scènes sont beaucoup, beaucoup trop longues. On suit des persos qui allument une lampe à huile pendant des heures. Après, c'est un groupe électrogène. Après, il faut un Monopoly. Enfin, c'est extrêmement chiant. Franchement, si vous revoyez Vendredi 13, faites vraiment attention à la longueur des scènes et posez-vous après la question de savoir si ces scènes sont utiles ou pas. Et je pense que honnêtement, il y a un bon, je dirais même pas un quart, c'est un bon tiers, voire même la moitié du film qui peut parfaitement dégager. Ça ne change absolument rien à l'histoire. C'est juste du remplissage, un best-of de trucs qu'on a déjà vu bien meilleur dans d'autres films sortis à la même époque quoi. Donc vraiment c'est un démarrage qui est clairement pas ouf encore une fois voilà, et il a patience si vous voulez vraiment tout faire de tenir jusqu'au 5e ou 6e film, c'est à partir de là que les choses commencent à devenir un peu fun, mais je pense que c'est vraiment un film qui a pu surprendre quelques spectateurs en fait à l'époque, mais aujourd'hui quand on le revoit c'est un slasher lambda, voire très très bas de gamme. Mais alors du coup, selon toi, il vient d'où ce succès ? Parce que le film avait même pas 1 million de budget et il a rapporté quand même 60 millions au box-office. Ouais, le succès, je pense que c'est une très bonne campagne de com, parce que je crois de mémoire, il y a une pleine page en fait dans Variety avec juste la tagline qui disait le film le plus effrayant de tous les temps et juste le titre Vendredi 13. Le titre d'ailleurs est très très bon dans le film, on voit une espèce de gros logo marqué Friday the 13 qui arrive de plus en plus gros sur l'écran au point de casser l'écran, enfin il y a du verre en fait qui se brise. Donc il y a vraiment des images en fait qui sont, je parlais tout à l'heure de l'oreiller là qui se prend un coup de hache, des images en fait qui sont marquantes et qui sont vraiment efficaces d'un point de vue publicitaire. Mais elles vendent en fait un film qui au final est vraiment pas ouf quoi. Je parlais des effets gore aussi. Les effets gore sont de plus en plus gore à mesure qu'on avance dans le film, mais je trouve il reste quand même assez soft quoi. On va forcément retenir la flèche qui transperce le cou de Kevin Bacon, qui pour le coup est un trucage assez ingénieux, même s'il est enfin assez simple quand même. Ça pouvait faire son petit effet à l'époque, mais bof quoi. Enfin, si on compare ce genre de trucage avec ce que Savini a fait dans Maniac ou dans Zombie, bon voilà quoi. On a déjà vu mieux quoi.
Non, mais moi je trouve qu'en tant que wannabe Halloween, il sort un petit peu du lot quand même. Dans la flopée de trucs très passables qui sortaient à l'époque pour surfer sur le succès d'Halloween, tu parles des effets spéciaux de Tom Savini, ben, tous les slashers qui sortaient à ce moment-là n'avaient pas les effets spéciaux de Savini. Et puis pareil, le leitmotiv sonore pour signifier l'approche du tueur, ce dont tu parlais là, le ch, 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 ah, 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 ah. Ça, c'est un des premiers slashers qui utilise ce truc de signifier l'approche par le son, qu'après tu vas retrouver dans Freddy avec le bruit des griffes, tout ça. Donc, je trouve que... Alors, c'est des accidents heureux, en fait. Parce que, pareil, le twist final, il est assez surprenant, tout ça. Tout ça, c'est des accidents heureux parce que le twist, il a été demandé par le producteur. Le leitmotiv, il a été ajouté par le compositeur pour que le public comprenne l'enchaînement des scènes qui n'étaient pas vraiment lisibles. C'était pour que le public comprenne qu'il y a une menace en approche. Alors, même si ce sont des accidents heureux, moi je trouve que ça joue une variation sur le thème d'Halloween qui est bien meilleure et bien plus surprenante que d'autres. Et je pense que c'est ça qui a motivé le succès du truc, même si, bien sûr, ça reste très passable. Il sort un petit peu du lot. Et surtout, ce qui était vendu, c'était les mises à mort, en fait. Souvent, à l'époque, quand il est sorti, vraiment, les gens sont allés le voir parce qu'il y avait des mises à mort très violentes. Et c'était avant tout pour ça qu'il a marché, quoi. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et je me permets de rajouter, je pense que Vendredi 13 aussi, c'est une des sagas qui maîtrise le mieux l'iconographie, la direction artistique horrifique pour ses affiches et sa com. C'est-à-dire que toutes les affiches de Vendredi 13, elles sont trop bien. Que ce soit l'affiche du 4 avec le sang qui coule du masque de Jason, que ce soit l'affiche de celui où il va à Manhattan, où t'as justement Jason au-dessus de New York. T'as une direction artistique qui est folle et que peu de slashers ont réussi à égaler, à part peut-être les Freddy avec les affiches de Melky en France ou les affiches de Matthew Peak aux USA. D'ailleurs, allez voir l'affiche de Freddy 6 française qui est complètement folle, d'ailleurs. Oh oui, elle est dégueu. Ah, bien sûr, il y a l'affiche d'Halloween, l'original, avec la citrouille et la main couteau. Mais Jason, c'est beaucoup plus, je trouve, hissé. C'est hissé au-dessus en termes d'iconographie du Boogeyman. C'est typiquement le genre de truc que tu loues dans un vidéoclub, en fait. C'est l'affiche limite te vend un autre film, mais par contre, tu peux pas ne pas le voir, quoi. Exactement, l'efficacité pure. Ouais. Et après, tout le monde s'est aligné là-dessus. Même Halloween s'est un petit peu inspiré de ça pour ses affiches du 4, 5, 6. Enfin, bref, je divague, désolé. Et toi, Amélie, t'en as pensé quoi, du coup ? Bah, moi, je suis d'accord avec Sarah, en fait. Regardez La Baie Sanglante, quoi. Vraiment, juste regardez La Baie Sanglante. Non, mais en fait, les meurtres sont mieux, l'ambiance est mieux. Même, vous parlez des effets pratiques, je trouve que vraiment, les mises à mort de La Baie Sanglante sont beaucoup plus impressionnantes. Là, franchement, je suis désolée, mais ok, Savini, pas Savini, je trouve quand même qu'il y a les 3/4 des mises à mort qui sont pas folles. C'est même pas un bon slasher, quoi, je suis désolée, vraiment. C'est pas un bon bout d'unit, parce que, en fait, je trouve que le twist... sortir un personnage comme ça de son chapeau sans qu'on en ait jamais entendu parler avant dans le film, je trouve vraiment que c'est une facilité d'écriture, mais un petit peu... Oui, c'est vraiment très facile de faire ça, quoi. Eh ben non, c'est sa mère. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de sa mère ? Est-ce qu'on sait qui c'est sa mère ? Est-ce qu'on a pu supposer à un moment que c'était elle ? Non, absolument pas. Donc je trouve que c'est même pas... On n'a même pas le plaisir de l'enquête, quoi. Le but, c'est quand même de se dire que un des tueurs du camp... Enfin, le tueur est présent sur le camp. Donc là, je trouve que c'est ce twist, pour moi, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il fonctionne pas vraiment. Je sais que le fait que ce soit cette actrice Betsy Palmer. A choqué particulièrement les Américains parce que c'est une actrice qui voyait pas trop dans ce rôle-là. Et du coup, eux, ça a dû leur faire un effet effectivement très surprenant. Moi, nous, malheureusement, en France, en tout cas à l'époque, il y avait peut-être pas, elle était peut-être pas aussi connue. Donc vraiment, moi, ce premier vendredi 13, il m'ennuie très, très... Mais j'allais dire, il m'ennuie poliment. Non, il m'ennuie même pas poliment. Genre, vraiment, désolé, je m'ennuie, quoi. Je les vois faire du café et tuer un serpent, mais je m'en fous. Je trouve que la mise en place du truc est super longue. Je trouve que la Final Girl est vraiment random girl, la plus random girl du monde. Elle est même pas intéressante en tant que Final Girl, pardon, hein. Mais vraiment, moi, je m'ennuie devant vendredi... Enfin, en tout cas, devant cet opus de vendredi 13, j'ai pas vu les autres. Et je trouve qu'effectivement, tu demandais tout à l'heure, Romain, comment vous expliquez son succès. Je n'explique pas son succès, si ce n'est peut-être que c'est un des premiers slashers qui est distribué par
un grand studio, la Paramount. Contrairement à Halloween, qui était vraiment beaucoup plus, on va dire, confidentiel quand même. Enfin, en tout cas, qui bénéficiait pas d'un appui aussi fort. Donc, après, ça a donné... c'est peut-être lui qui initie la vague des slashers, justement, avec ce grand succès, plus peut-être qu'Halloween. En tout cas, ce slasher, on va dire, produit par du coup tous les grands studios se sont dit vas-y, nous on va faire notre slasher aussi, et c'est peut-être ce qu'on peut reconnaître à Vendredi 13, mais enfin, ça se voulait être un parc d'attractions au cinéma. Moi, désolé, mais c'est même pas les autotamponneuses, quoi. C'est le petit train, c'est la chenille. C'est la chenille, Vendredi 13. Voilà, où tu mets les enfants, ils chopent des pompons. Donc voilà, moi vraiment... en plus, je sais pas si c'est parce que je l'ai revu après le Stabaton, où je m'étais fait toute une série de slashers, et du coup, j'étais peut-être un peu matrixée par... désolée, matrixée par Scream. Et du coup, j'ai trouvé ça très lent et très chiant. Mais bon, il a pas d'excuse, parce que Halloween sort 2 ans avant. Et on est sur un autre niveau, quoi. Donc, désolé, mais Vendredi 13, pas pour moi. Je voulais rebondir sur ce que disait Amélie. Effectivement, il y a des gros problèmes d'écriture sur le premier Vendredi 13. Ça tient aussi au fait que le scénario n'était pas très développé de base, et que sur le tournage, en fait, il y a eu une ambiance qui s'est créée. C'était un peu la colonie de vacances. Et fumer des joints sur le tournage. Et du coup, il y a des choses qui ont été mises dans le film parce que les acteurs et le réal se sont dit « Ah, ce serait marrant de filmer ça. Il y a un serpent dans le bungalow, ben on va en faire une scène. » Voilà. Et du coup, ça crée un petit peu un patchwork de scènes mises les unes à la suite des autres sans cohérence logique. Et ça devient très chiant, effectivement, parce que le film est très lent, du coup. Oui, puis même, en fait, la justification de la tueuse est un peu... je sais pas, je trouve que l'ensemble est un peu bancal. Le seul truc que j'aime bien, c'est la scène à la fin sur le lac, que je trouve qui sauve le film. Enfin, Le plan final où Jason sort de l'eau. ouais, c'est une des rares scènes qui est bien filmée. Je suis désolée, mais c'est la seule où il y a un truc où je me suis dit « Ah, ça, c'est pas mal », alors que ça n'a aucun sens en plus. Pardon, hein, mais désolée... Le fait qu'il ait survécu en vivant dans la forêt en mangeant des glands, pardon, mais il est censé avoir aussi une bonne trentaine d'années, mais ça, bon, bref. Bon, je vais dire qu'au moins, ce gamin qui sort de l'eau comme ça pour choper la fille, c'est peut-être le seul truc que je trouve intéressant dans le film, en tout cas d'un point de vue visuel, voilà. Surtout tout à l'heure, tu parlais d'Halloween, Amélie, et c'est vraiment là où c'est l'arnaque totale. C'est que le scénariste Victor Miller, il a juste regardé Halloween en marquant les éléments importants en fait qui marchaient bien dans Halloween, et c'est à partir de ça qu'il a fait un film quand même. Et je me dis rien que là, c'est l'arnaque. Oui, et puis il a pas noté les bons parce qu'il a dû passer à côté d'un truc. Oh oui, le talent. Et c'est... Je réagis en direct. T'as mis le doigt, Amélie, sur ce qui me saoule dans cette franchise, je crois. L'écriture, évidemment, mais c'est surtout le manque de protagonistes. La Final Girl du 1, Parce que là, j'ai oublié directement. Cette bande de gamins, en fait, tu vois, autant dans La Baie Sanglante, on les déteste un peu parce qu'il me semble qu'ils sont assez détestables dans La Baie Sanglante quand même. Ouais, ils le sont totalement. Ouais. Mais au moins, t'as une sorte d'aversion pour eux, alors que là, c'est ni tu les aimes bien, ni tu les aimes pas, juste tu t'en fous, quoi. Est-ce que vous êtes capable de me citer leur prénom ? Ben non, même pas, quoi, tu vois. Kevin Bacon. Alice. Il y a une vraie lutte pour trouver un protagoniste. Ouais. Donc il y a Tommy Jarvis qui apparaît dans plusieurs films avec un acteur différent. Oui. Il y a Corey Feldman qui le joue dans le 4. Dans le 4. Après, il y a Tom Andrews qui le jouera dans le 6, qui le rejoue dans les courts-métrages qui font suite, donc que tu as évoqué tout à l'heure, Dario. Il y a eu plein de tentatives d'en avoir un nouveau, et aucun film ne s'y tient. Et ça handicape toute la saga. Au point qu'au final, Jason prend le rôle du protagoniste. Il a aucune aura, quoi. Ouais, voilà. Sauf que il a de l'aura quand il y a Ken Hodder qui le joue. Mais ça arrive que à la fin de la franchise, quoi. Mais soit dit en passant, moi je trouve que les personnages du 2 ils sont sympas et ils ont tous un petit truc à eux. Il y en a un qui est en chaise roulante, il y en a un autre c'est un gros baiser, tu vois. Il y a la meuf un peu mignonne avec son crop top qui cherche son chien. Voilà, ils sont tous un peu attachants et d'ailleurs je pense que ça a marqué un peu l'imaginaire collectif parce qu'ils sont tous repris dans The Final Girls, le film. Voilà, donc je trouve qu'il y a un petit truc quand même dans le 2 qui aurait dû être là dès le premier en fait. Et c'est aussi, je trouve, le fait que la Final Girl, elle porte un vrai intérêt à ce qui s'est passé sur le camp. En fait, elle prend les choses justement au sérieux, entre guillemets. Mais moi, je trouve que c'est ça qui fait sa force dans le 2. Et surtout que la résolution, elle est hyper ingénieuse, en fait, la Final Girl. Enfin, j'ai vraiment... pour le coup, quand j'avais vu le premier et le deuxième à la suite, j'ai été hyper frustrée
du fait qu'on n'ait pas de vraie Final Girl et surtout qu'on la tue dès le départ. Alors que moi, c'était ce que je cherchais, en fait, savoir ce qui se passait pour la survivante. Et en l'occurrence, le fait d'avoir une vraie Final Girl dans le 2 était plutôt sympa. C'est un des pires tropes du cinéma d'horreur, je trouve, c'est de tuer son protagoniste ou sa protagoniste dans la suite. Et puis dans la scène Ouais, d'intro, carrément. super. Ouais, surtout, c'est triste, quoi. Halloween Résurrection. Halloween Résurrection, je pense que c'est Jamie Lee Curtis qui s'est fait extirper par un hélicoptère du tournage. Parce que son agent a vu le truc. Ça n'existe pas. Arrête. Le film n'existe pas, Lily. Après, Lily, tu viens pas d'acheter une affiche d'Halloween Résurrection? Si, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Budget. Bah, du coup, t'en as pensé quoi, du coup, Lily? Bah, j'ai un petit peu déjà égrené mon avis, mais oui, non, mais comme vous l'avez dit, le gros problème de Vendredi 13 premier du nom, c'est que c'est un patchwork de tout ce qui a fonctionné avant et qu'aujourd'hui, on a tous vu ça 20 fois. Et ça, d'ailleurs, c'est un petit peu la spécialité du réal, donc qui est Sean Cunningham, qui était un pur réal d'exploitation, qui allait là où il y avait possiblement des sous à se faire. Il a commencé d'ailleurs dans le porno avec Wes Craven. Beau gosse. Puis en 72, il a produit pour son pote, du coup, La Dernière Maison sur la Gauche. Ah oui. Et La Dernière Maison sur la Gauche, c'est pas un grand succès, mais il marque les esprits, il a sa petite réputation. Et ça fait du chemin dans la tête de Cunningham. Il se dit, pour attirer le public, il faut le choquer un tant soit peu. Donc il va commencer par faire un petit film d'horreur qui s'appelle Case of the Full Moon Murders en 73. Malheureusement, ça marche pas. Donc il va se lancer dans le rip-off. Donc, ce qui est la copie, qui est une copie bas de gamme d'un film qui a fonctionné. Donc là, il fait 2 films de sport calqués sur La Chouette Équipe, qui est un film de baseball qui avait eu un peu de succès aux États-Unis. Ça n'a pas marché non plus. Et puis là, comment dire, ça lui tombe tout Éclair cuit. de génie. Voilà, ça lui tombe tout cuit dans la bouche. Il y a Halloween qui arrive et clairement il a dit lui-même et il le répète, il fallait copier Halloween et là coup de bol ça va fonctionner. Alors les raisons du succès, moi je crois vraiment, hein, comme je disais tout à l'heure, qu'il sort un petit peu du lot parce que je sais pas si vous avez vu d'autres slashers de cette époque, mais One Dark Knight, voilà, c'est laborieux quoi. Enfin, à côté, Vendredi 13, il est quand même plus sympa. Et j'imagine bien que le grand public, s'il y a un studio type Paramount qui leur promeut un truc un peu sanglant, un peu funky, ils vont plus aller vers ça que vers One Dark Knight, qui est vraiment plan-plan. Donc, je trouve que tout ce que vous avez dit, hein, donc les faiblesses d'écriture, le fait que ce soit un patchwork de plein de références, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui le film il est un peu désuet. Parce que c'est des références qu'on a usées jusqu'à la cote de nos jours. Mais bon, moi je trouve que quand même, je trouve que ça reste quand même un film fondateur du slasher, même s'il est moins important qu'Halloween ou Les Griffes de la Nuit, parce qu'il a quand même relancé l'intérêt pour le truc, comme a dit justement Amélie. Et il a même lancé plus ou moins, même s'il y en avait eu d'autres avant, la catégorie du slasher de camp de vacances. C'est vrai. Donc pour moi, il a quand même un petit peu de mérite, même si, bon, relativisons, ça reste un film assez moyen. D'ailleurs, dans la catégorie du film de camp de vacances, enfin du slasher qui se passe dans un camp, outre voilà, l'abbé sanglante dont on a déjà parlé, il y a The Burning. Carnage, ouais. Copie, Carnage en ouais. VF, The Burning, qui est vraiment, vraiment cool pour le coup. Copie Vendredi 13 pour le coup, mais ça c'est bien fait. Ouais. De ton côté, Mylène, t'en penses quoi de Vendredi 13? Oula, c'est une saga que je trouve très inégale. Le premier, je m'explique pas trop son succès. Souvent, on a tendance à dire qu'il fait partie de la Sainte Trinité, avec Black Christmas, Halloween. Et je pense que c'est un peu le bourrin de la bande, en fait, c'est ce qui manquait. Peut-être qu'Halloween est plus dans l'atmosphère, Black Christmas aussi, on est plus dans une tension. Et en fait, là, on avait besoin d'un truc un peu bête et méchant, quoi. Du sang, de la sueur, des gens qui sont un peu cons. Et en fait, on les écrit pas. Et je pense que le public avait peut-être besoin de ça, d'avoir une espèce de blockbuster qui soit pas très bien écrit. Par contre, ce qui manque, c'est qu'effectivement, même dans les slashers, qui sont pas toujours les meilleurs pour écrire leurs personnages, qui ont souvent des archétypes, faut au moins bien travailler tes archétypes. Et là, pour le coup, en fait, aucun personnage n'est vraiment personnifié. Et à part les voir jouer au Monopoly, c'est assez vide. Et c'est ça le problème. C'est vrai que la première fois que j'avais vu
Mais c'est le strip oui, Monopoly, c'est pas pareil. c'est vrai. C'est hyper important pour la saga que les gens soient à poil. Mais je crois qu'ils posent qu'une chaussure, hein. Il n'y a pas vraiment Bah, de vrai strip. Hein. Presque Je crois qu'ils vont pas au bout. Hein. Dans le 2, je et crois en je crois qu'ils font un strip quelque chose et ils finissent en culotte. hein. Ah. Je crois, il me semble, j'ai cette vision. Ouais. Ah, je me Mais souviens. d'ailleurs, pas, même je l'ai vu la- récemment. Mais par contre, dans le 1, en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est celle qui initie le strip Monopoly qui se barre comme ça d'un coup. Oui, c'est ça qui dit allez, c'est bon, on Avant arrête. qu'il se passe quoi que ce Et soit. en Ça veut plus, juste que les gens se elle foutent à se barre en poil. culotte et après Avec on la... Simca, ouais. Et après, on la voit en robe de chambre, Ouais. vraiment de grand-mère. Et d'ailleurs, la Final Girl joue au strip Monopoly et elle dit qu'elle aime bien ça. Et ça fait d'elle une. C'est pour ça que je dis que elle est pas ouf comme Final Girl parce que elle rentre même pas dans l'archétype de la jeune fille pure, tu vois. Elle est donc vraiment, c'est juste une jeune fille lambda. Elle est même pas différente de ses petites camarades où elle ferait la vierge effarouchée. Ah non, moi je joue pas à ça, mais non, là même pas. Donc. Ça, au contraire, c'est peut-être pas mal. Moi là, la revoyure, là, l'autre jour, je me suis dit, la nana là, qui prend le car là, pour venir au camp, je me suis dit, tiens, il est sympa ce personnage, avec, parce qu'il y a un vieux qui fait un peu son boomer, qui vient lui dire, oui, non, mais les jeunes, aujourd'hui, elle lui répond avec une nonchalance très marrante, et franchement, c'est tourné en mode où tu as de l'empathie pour elle, tu lui dis, ouais, elle a raison de lui répondre comme ça. Donc ça, je trouve pas que ce soit négatif, en fait. Que le film prenne des jeunes lambda et les présente tels quels. Dario, toi, est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Et surtout, qu'est-ce que tu as pensé du film? Bah, en fait, moi, j'aime pas trop, en vrai, Vendredi 13 le premier, mais comme je disais au tout début, j'ai vraiment un affect pour cette série, cette saga. Et je pense qu'en y réfléchissant un petit peu, l'affect, il vient du fait que moi, quand je regarde un slasher, ce que j'aime bien, c'est un peu les ficelles qu'on peut voir et en fait en apprendre un peu sur le cinéma parce que les ficelles sont tellement grosses, que ce soit d'écriture ou de montage. Juste D'où le pour, fait que t'aimes Scream. J'adore Scream et on en parlera évidemment, mais voilà, je trouve qu'il y a, en général, dans les slashers, il y a un truc un peu intéressant où si tu t'étudies le cinéma comme quelque chose que t'aimerais faire, en fait, un truc vraiment quasiment tactile, quoi, il y a vraiment des choses à apprendre et c'est pour ça que même les mauvais slashers, je les regarde parce que il y a vraiment un truc de petit budget, on a quand même des ambitions un peu cool, on essaie de faire avec ce qu'on a et ça, c'est vraiment ce que je retire en général du slasher. Maintenant, pour la saga Vendredi 13, je voulais revenir en fait sur le twist dont tout le monde parle depuis le début. Et en fait, c'est pas un twist dans le film, parce qu'en réalité, on parle pas de Jason du tout avant que la daronne elle dise oui, bah mon fils il est mort et tout. Mais là, on a déjà commencé à comprendre que c'était elle la menace. Et du coup, en fait, c'est devenu un twist après, en fait, grâce à la saga, grâce au reste de la saga, parce que la saga elle est tellement intrinsèquement liée à l'image en fait de Jason Voorhees. Comme on l'imagine dans son masque de hockey avec sa machette, que en fait ça devient un twist parce que on se dit bah oui mais c'est Jason le tueur, ah Jason il va arriver là et tout, alors que pas du tout. Et ce que je trouve aussi intéressant du coup, parce que comme la saga prend Jason comme protagoniste entre guillemets, même si c'est l'antagoniste de chaque histoire, c'est qu'il y a plusieurs étapes en fait de Jason et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des airs un peu de Jason, c'est-à-dire que le premier Vendredi 13 c'est sans Jason. Le deuxième, c'est proto-Jason, parce qu'il n'a pas encore son masque, il n'a pas encore l'iconographie dont on parlait Romain, et l'iconographie qui fait Jason Voorhees. Et ensuite, à partir du 3, ça devient 3-4, le Jason, un peu le 5, même si c'est pas vraiment Jason Voorhees. Il y a quand même cette iconographie-là. Et après, il y a le 6 dont on parle, où Jason revient en tant que mort-vivant, et où le fun commence. Et là, pour moi, vraiment, le fun de cette saga, elle est vraiment à partir du 6, hein, comme on l'a dit au début. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, ça devient, du coup, Jason... mort-vivant, qui devient Jason esprit qui possède les gens, on sait pas trop pourquoi. Cherche pas. Redevient mort-vivant et après ça devient un cyborg. Voilà, j'adore. Voilà. Non, après, la grosse modif, je pense aussi qu'il y a eu dans Vendredi 13, c'est qu'en 84, Freddy arrive et du coup, à partir de là, le slasher fantastique arrive et les slashers qui sont déjà existants modifient en fait leur boogeyman. Donc le fantastique commence à se mettre dans la saga des Vendredi 13 et après, c'est la fête du slip, quoi. C'est ça. Même les prochaines, elle est dans l'espace, tu vois. Oui, Non, carrément. mais. On en Oui, revient oui. toujours à les prochains. Non, mais Vendredi. Non, mais Vendredi 13 a surfé sur toutes les modes, en fait. Hein. Oui, les remakes, à l'époque où c'était la mode. Oui. Après, pour le coup, là, ça fait des années qu'on n'a pas eu de Vendredi 13. Ouais. Bon, c'est des problèmes de droit C'est et des tout, questions mais de droit.
Mais Ça se résout apparemment là. Ça se résout. Ça nous a quand même donné le jeu vidéo, qui peut plus être Qui est mis à très jour cool. malheureusement, Ouais. mais qui est incroyable. Ça a stoppé la mise en chantier d'un vendredi 13 en found footage, parce que c'était la mode pendant un temps. Donc ils se sont dit, bah écoutez, let's go. Il y a eu plein de projets avortés comme du ça. coup, le Never Hike Alone, il fait un petit peu ça. Du coup, le Ouais. côté un peu fan footage Mm. que je trouvais assez bien utilisé. Oh oui, ils sont Et par très contre, ça nous a donné Jason Voorhees dans Mortal Kombat, et ça, c'est stylé par contre. forts. ça c'est goldé ça. Bah, comme Fast and Furious, en fait. Tu vois, c'est la Bah même ouais, chose. totalement, Ouais, ouais. totalement. Le Dom Toretto du slasher. Avec la famille. Après, etc. hot take, je trouve le remake de Vendredi 13 réalisé par Marcus Nispel bien meilleur que Il le est film original. trop bien. Totalement. Je suis d'accord. totalement. Oui. Il est super, le C'est remake. pas un très bon film, moi je trouve, mais il est meilleur que l'original. Parce que l'original est nul. J'avoue. Il est giga Il y, a, fun. il y a plus de sang, il y a plus de nudité, il y a surtout plus de rythme. Mm. Le film reste très très con, mais après tout, bon, c'est un Vendredi 13, donc bon Ah voilà, oui. pas s'attendre non plus à avoir du Bergman. Mais le film il est efficace quoi. Donc Oh ouais, puis les Voilà. dialogues sont complètement fous. Déjà en VO ils sont cons, surtout dans les scènes de baise, ils lâchent des punchlines et tout. Mais avec la VF ils se sont éclatés, ça donne des punchlines genre « Oh tes seins sont stupéfiants !» Bah, en anglais, ils disent stupendous, non, je crois. Oui, c'est ça. Qui dit ça? Du coup c'est super drôle, c'est super assumé, moi j'ai kiffé. Et il est hyper violent, le Jason il fait genre 2 mètres de haut. Ouais, il est Oui. très cool. Hein. Et les mises à mort sont folles. Sont folles. La scène d'ouverture avec le sac de couchage, C'est elle ça. est incroyable. Il est effrayant Jason là-dedans. Mylène, est-ce que tu veux clôturer avant l'avis des auditeurs? Oui, non, mais ce qu'on peut retenir de Vendredi 13, c'est que vraiment, c'est celui qui a popularisé le genre, qui a, encore une fois, créé un espèce de blockbuster, et vraiment, après, c'est le début de l'âge d'or, en fait, jusqu'à 84, et ça ne s'arrête plus. Tout le monde veut faire son Halloween. Parce que ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui le popularise, mais tout le monde veut copier Halloween. Halloween au Nouvel An dans un train, c'est vraiment, en fait, tiens, on va faire une petite variante, mais on va garder la formule de John Carpenter. Et à partir de là, bah oui, ça se popularise à fond. Mais par contre, oui, ce qui est vraiment resté dans Vendredi 13, et encore aujourd'hui, quand tu vois des fans ou des conventions, c'est vraiment le côté bourrin, voire des mises à mort improbables. Après, c'est devenu de pire en pire, parce que du coup, Vendredi 13, c'est celui qui se prenait plus du tout au sérieux, qui n'avait plus du tout honte de cryogéniser Jason, de partir dans l'espace, de mettre des coups de poing. Chef-d'œuvre, hein. Voilà. Mais qui fait son meilleur film en fait, c'est ça qui est beau. Mais oui, non, mais en fait, Vendredi 13 n'est jamais aussi bon que quand il abandonne le fait d'essayer d'être sérieux. En fait, moi, là où je le préfère, dans le 3, quand il devient en mode 3D, que c'est un peu con-con, bah, y a des trucs qui sont sympas. En fait, quand Vendredi 13 essaye de devenir Halloween, ça ne marche pas, parce que c'est un film d'abruti. Mais quand il décide de dire « Ok, on est con, on se lance », là, c'est sympa. Je pense que c'est vraiment le côté, en fait, s'il accepte d'être gore et fun, là, ok, on y va, on fonce dedans, quoi. C'est pour ça qu'on Carrément. cite tous le 6, hein, je pense. Hein. C'est ça. Et moi j'ai peur que s'ils en font un nouveau à un moment, parce que les droits du coup vont retourner, je crois, à Sean Cunningham, il me semble, je veux pas dire de conneries. En tout cas, ils vont repartir quelque part les droits. J'ai peur qu'ils fassent un nouveau Vendredi 13 qui se prennent trop au sérieux. Parce qu'il y a cette mode actuellement de faire des legacy sequels hyper dark, hyper sérieux. Il y a eu Halloween, tout ça. Ouais. Et je. Massacre à la tronçonneuse. Ouais, c'est ça, un truc très sérieux. Et j'ai très peur en fait de ça. J'espère qu'ils oseront assumer Même la Evil Dead, en virilité. fait. Même Evil Dead, on a eu quand même un Evil Dead assez dark ces temps-ci, quoi. C'est triste. Après, c'est qui tout double parce que les slashers récents, ils sont vachement hybrides aussi. Ça se mélange entre plein de genres, le fantastique, le voyage dans le temps, le body snatchers. Donc il y a peut-être moyen que ça devienne un truc complètement what the fuck. Ça dépend en fait qui aura les droits, qui sera dans le projet. Soit on sera sur un truc qui se prendra pour un film d'auteur et ça marchera pas du tout. Soit il se dira ok, on mélange tout, on fait une espèce de pot pourri à la détention et c'est parti quoi. Alors, ouais, c'est que là, il y a aussi une série qui arrive sur Peacock, il me semble. Ah oui, c'est vrai, qui est oui, produite c'est par vrai qu'il y a une série. A24, qui s'appelle Crystal Lake. Ils n'ont pas le droit de montrer Jason dans son attirail tel qu'on le connaît, mais apparemment, c'est une série préquelle. Voilà, c'est donc moi j'ai peur pour l'avenir de la franchise. J'ose espérer qu'ils partiront dans la bonne direction. C'est l'instant pour placer aussi la saga des Hatchet, qui est une série hyper bourrine, hyper gore, qui est pour moi un peu le descendant de Vendredi 13, avec une sorte de boogeyman dégueulasse qui massacre tout le monde de manière hyper violente. D'ailleurs, qui est- Ken Hodder joue dedans, hein, il joue voilà, le père qui est- dedans. C'est Ken Hodder, l'acteur de Jason, qui joue ce gars, quoi. Enfin, un des acteurs de Jason, parce qu'ils sont. Oui, ils sont pleins, Ils sont mais 10, l'acteur quoi. qui a le plus joué Jason, c'est Ken Hodder. C'est lui qui a insufflé sa physicalité. Au 8, 9, un truc comme ça, je crois. 6 ou 10, 6 ou 10. il les a tous fait. Il a pas fait Jason, non, Freddy contre Jason, Ouais. à son plus grand d'ailleurs désespoir. Il en a toujours voulu un petit peu à la prod. Mais voilà, c'est le plus connu du lot.
Je voulais ajouter qu'il y avait un joli hommage, je trouve, à Vendredi 13 et à toute cette vague de slasher des années 80 dans la saison d'American Horror Story qui s'appelle 1984. Malheureusement, c'est très inégal, la fin est très décevante, mais il y a plein de choses dedans, un concentré de tout ce qu'on disait en fait. Halloween, le slasher de camp de vacances, le slasher d'aérobic parce que ça existe. Voilà, et du coup, elle est très plaisante à voir avec de ce point de vue-là cette saison-là. Oui. Romain, que disent les auditeurs? Et auditrice. Et auditrices, pardon. Ah, je te voyais. Des deux côtés de l'écran qu'on salue au passage, nous envoie. C'est un film qui existe. Je trouve ça fabuleux. C'est factuellement vrai. Mais heureusement qu'il existe. Nightmare on Friday nous a envoyé un petit pavé. Je n'avais pas besoin de voir Alice se faire son café. Le rythme n'est pas seulement lent pour poser une atmosphère, c'est carrément du remplissage. Ça ne sait pas quoi filmer. Reste le twist, les meurtres et quelques plans de l'orage au-dessus du lac que j'aime bien. Suspi nous envoie, c'est un film totalement opportuniste en reprenant beaucoup d'Halloween et de la baie sanglante, encore plus dans le 2, mais malgré ses défauts, dont le meurtre d'un pauvre serpent, il a eu plus d'influence sur le slasher que le film de Carpenter n'a jamais eu. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas faux, hein. C'est vrai. C'est dommage. Pas le bon film qui a eu son influence, mais bon, c'est le jeu. On finira avec Zikma qui nous a juste balancé un classique et la naissance d'une saga extraordinaire. Voilà, le mot de la fin. Il est super enjoué. C'est la fin de cet épisode. Merci Sarah. Oui, merci beaucoup Sarah. Merci à vous surtout. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une petite actu à Jet FM, perso Une petite actu à Jet, non, puisque ce sont les vacances. Donc là, on est plutôt en train de préparer la rentrée. Mais n'hésitez pas quand même à nous suivre sur Instagram parce qu'on fait plein de choses qui sont difficilement visibles parce que la com, c'est dur. Et on a lancé l'année dernière une sorte de traversée sonore dans laquelle on intègre des événements musicaux et créatifs dans ce qui est déjà existant sur Nantes, mais qui met aussi en valeur tout ce qui est fait à Jet. Et ça aura lieu à nouveau l'année prochaine, entre janvier et juin. Donc ça peut être cool. Et voilà. C'est accessible partout, Jet ? On peut l'écouter partout. Pardon ? Non, tu peux l'écouter en FM et DAB jusqu'à Saint-Nazaire et après c'est plutôt du stream sur internet. Parce que c'est une radio locale, donc on n'émet pas partout. Donc voilà, Jet FM, n'hésitez pas à aller checker. Merci tout le monde, merci Lily, merci Mylène, merci Amélie, merci Dario, merci Mathieu. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit 5 étoiles qui fait plaisir sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a aussi un serveur Discord. Le lien est dans la description. On se dit à vendredi prochain avec All de M. Night Shyamalan. Bonne vacances.